de nos bibliothèques et l'ensemble de nos collègues une fervente défenseuse des lettres de Ludwig. En ce domaine, vous avez d'ailleurs été accompagnée par le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, le très regretté Jacques de Decker, décédé en 2020, dont je tiens ce matin à souligner les apports si généreux pour nos bibliothèques lors d'admirables soirées de rencontres avec les auteurs. Je vais maintenant remettre le prix 2021 des bibliothèques de la ville de Bruxelles à M. André-Joseph Dubois, qui est parmi nous. Je le remercie vraiment, ce roman est magnifique. Et ce roman, Le 7e siècle, aux éditions Léry, je vais lui remettre donc le chèque de notre association des bibliothèques de la ville de Bruxelles. Je lui présente le public. Félicitations. De présenter notre lauréat et son roman. André-Joseph, félicitations. Merci Olivier. André-Joseph Dubois est né à Liège en 1946. Très tôt, la langue française le passionne. Gamin, il n'attendra pas qu'on lui apprenne à lire pour déchiffrer les phylactères des bandes dessinées qu'on lui met entre les mains. Alors écrire, l'envie lui est arrivée. Tout logiquement, à 22 ans, il quitte l'université de Liège avec en poche un diplôme de philologie romane. Université où il reviendra comme assistant pédagogique, après un parcours professionnel d'abord dans l'enseignement secondaire, puis ensuite dans l'enseignement supérieur, à l'Académie royale des beaux-arts exactement. En 1981, André-Joseph Dubois publie son premier roman, L'œil de la mouche, chez l'éditeur Balland à Paris. Éditeur couronné la même année par un prix Goncourt. Son roman est alors salué par la presse. André-Joseph sort donc de l'anonymat à 35 ans avec ce premier ouvrage qui joue déjà de la langue et de la littérature au travers du parcours d'un fils d'ouvrier cherchant à se démarquer de son milieu d'origine par l'adoption de codes culturels bourgeois sans parvenir à s'intégrer à ce monde dont il restera à tout jamais étranger. En 1983, André rompt avec le classicisme apparent de L'œil de la mouche par une écriture ostensiblement baroque. Il publie un deuxième roman, Celui qui aimait le monde, toujours chez l'éditeur Balland, mais cette année-là, c'est plutôt la différence qui sera au rendez-vous. Sans doute un brin vexé, à tout le moins très déçu, Dubois l'écrivain quittera les radars pour ne réapparaître que 29 ans plus tard, chez l'éditeur Bériche. Un bon choix, c'est Christian Libens, devenu tout récemment directeur de la collection Plume du Coq, avec son complice Feu-Alain Bertrand, qui se met à la recherche du disparu. L'œil de la mouche est resté un souvenir vif dans l'esprit de Libens, le passionné. Il débute Dubois alors qu'il s'envole pour le Brésil. Surpris, hésitant, André-Joseph, sans doute curieux, finit par accepter une rencontre à son retour de Belgique quelques semaines plus tard. Et Libens a vu juste, son flair ne l'a pas trompé, André-Joseph Dubois est resté silencieux mais n'a jamais cessé d'écrire. Avec habileté et tact, le duo terrible Libens-Bertrand parvient à sortir un premier roman des tiroirs de l'ami Dubois. C'est donc en 2012 que paraît son troisième roman, Les années plastiques, chez Ulrich cette fois. Un roman vif et caustique sur l'éternelle comédie de vivre. Ces années plastiques, celles des années 60, ont la forme du monde neuf, où les séductions de la société de consommation le disputent aux élans de l'engagement tiers-mondiste, féministe ou structuraliste. Ce nouveau roman dresse le portrait à la fois drôle et tendre de la génération d'une époque où tout semblait permis. Le style de Dubois se confirme. Il fera de l'humour britannique un style qui le caractérise. Il devient maître de l'absurde et de l'autodérision. Il excelle même en 2017 dans Quand j'étais mort, avec un narrateur, l'écrivain lui-même,
est chargé d'explorer l'ordinateur de feu AJD. Un auteur liégeois sans succès, par ailleurs spécialiste des mérovingiens, soit. Entre-temps, il aura publié Le sexe opposé en 2013, et Ma mère, par exemple, en 2014, récompensé par le prix Félix Deneyer de l'Académie royale de la langue et de la littérature française de Belgique. Il restera fidèle à son nouvel éditeur et ne confiera ses créations qu'à la collection littéraire du Coq. Il se laissera écrire que sans explication apparente qu'André-Joseph Dubois est resté silencieux durant presque un tiers de siècle. Mais l'éditeur que je suis, son éditeur, croit savoir qu'un stress immense emporte l'auteur qu'il est quand il a lâché un manuscrit, plus encore quand celui-ci est publié. Ce n'est pas la critique qui l'effraie, c'est l'indifférence qui l'agace. L'indifférence le tue, et quand cela survient, comme pour nous punir, il s'enferme dans le silence et ne préfère pas publier. Sa résurrection surprise en 2012 est donc un bonheur pour nous. Lire aujourd'hui André-Joseph Dubois tient presque du miracle. Reconnaissons en Christian Dibens le mérite d'avoir convaincu l'auteur que nous célébrons aujourd'hui d'être publié à nouveau. En 2020, Annus Horribilis verra paraître le 7e cercle, un récit magistral, portrait sans concession d'une franche crapule satisfaite de l'être. Léon Bourdoux est un homme déjà âgé, passablement usé, lorsqu'il entame sa confession. Un récit livré 16 jours durant à une dame dont on ne sait s'il s'agit d'une journaliste, d'un juge ou d'un flic, qu'importe. Léon est un vieillard, certes, mais qui n'a rien de désabusé. Du moins, ce sont là les apparences qu'il voudrait laisser. Son récit, c'est son panache. Une dernière bravade qu'il déverse presque obligamment dans une sorte de narcissisme jubilatoire. Car Léon, c'est un destin, une vie bien remplie, réellement extraordinaire, mais dont on s'aperçoit très vite qu'elle s'apparente aux abysses noirs et cruels de l'âme humaine, peut atteindre lorsque tout la prédisposait à une vie normale et bien rangée. Dans une famille catholique prospère et se pensant bien pensante, affichant à l'aube de la Seconde Guerre mondiale déjà une délectation sans scrupule pour les idées rexistes, ce qui rapidement deviendra source de jalousie d'abord et d'avanie ensuite. Son destin, Léon, s'y ancre lorsque, jeune adolescent, il assiste plus passivement qu'activement à l'assassinat de Julien Larault. Là, à cet instant précis, il s'arrime à quelque chose, une nature dont il ne prendra que progressivement conscience dans une rocambolesque succession d'événements qui le guident de Liège en Algérie, puis au Congo belge et en Amérique latine. Une vie virile, marquée d'aventures, d'actions, de tribulations menées là où se jouent les épisodes, où se croisent les destins qui vont construire le XXe siècle. Tout un monde dont il se trouve le témoin, le complice, l'acteur et la marionnette. En fait, un univers de crapules, assumé, décomplexé, spitandé selon les opportunités qui motivent les États occidentaux à cette époque. Le 7e siècle, c'est un récit magistral et sans concession qu'André-Joseph Dubois élabore avec un talent sublime qu'on lui connaît, sans jamais nous donner un seul moment de déception, avec en amont un travail considérable de recherche et de documentation. La plume se fait mordante, acérée, un peu à l'Audiard. Un ton, des couleurs, des timbres qui façonnent le roman à la fois exaltant et profond. Une ambiance atypique, insaisissable, où le malaise est épais et la tension palpable. Léon, ce parfait anti-héros, décoiffe, dégomme, égratigne, heurte et choque. Le regard qu'il porte sur l'homme et le monde est à la fois cynique, méprisant et pessimiste. Il ne perçoit aucune ouverture sous quelconque résilience. Mais toute cette noirceur est pour lui banale. D'ailleurs, sa conscience morale s'en est à ce point accommodée qu'il affiche un certain détachement. C'est son quotidien, son fonds de commerce. S'il s'y émeut avec aisance. Il brille même, le tout dans une parfaite désinvolture jusqu'à sa chute, lâché par plus cynique qu'eux. Et pourtant, Léon, on s'y attache. Ses contrastes, ses paradoxes, l'enchaînement des événements qui le conduisent, ses forces, ses faiblesses,
son humour noir, mais aussi ses espaces de salut, des moments de grâce, de beauté, de tendresse dans les rencontres avec Anna et avec sa mère, par exemple. Ou encore sa coquetterie qui le pousse à étaler naïvement sa culture par le recours à des mots rares ou des références historiques souvent confuses. Tout cela le rend finalement très humain, mais surtout devant cette déchéance sur laquelle porter un jugement pourrait s'avérer aisé, se pose une question. À qui profite le crime? Cette société qui, pour notre plus grand bien, produit ces monstres et ces monstruosités, nous offre-t-elle vraiment la dignité, la liberté, l'harmonie? André-Joseph Dubois nous interroge, mais le vertige n'est jamais loin. Avec son 7e cercle, le style d'André-Joseph Dubois est un régal, une plume imparable, un regard décidé, un humour décapant et une profondeur qui interroge. Le 7e cercle, c'est du grand art par un très grand auteur. Cher André-Joseph, cette tribune me donne l'occasion à ton éditeur de te féliciter chaleureusement pour ta persévérance à écrire des œuvres de si bonne qualité. Merci pour la confiance que tu as témoignée depuis tant d'années à Christian Liebens et à ceux et celles qui travaillent au développement de cette fameuse collection Plume du Coq. Je suis certain que notre ami Alain Bertrand, où qu'il soit, est fier de toi. Cher André-Joseph, au nom de tous, je t'invite à continuer à écrire, à ne pas nous priver d'un tout aussi beau et grand talent. Merci. Merci également à M. Tellier et au professeur de l'Académie des Arts de la ville de Bruxelles. Nous allons laisser le mot de la fin de cette cérémonie à M. André-Joseph Dubois, notre lauréat de ce 14e prix des bibliothèques, s'il le veut bien. Mesdames, Messieurs, membres du jury, l'écriture est une chose tout à fait singulière. On passe un certain nombre de mois, plus souvent en ce qui me concerne un certain nombre d'années, dans une pénible solitude, en face de, non plus de son papier blanc maintenant, mais en face de son écran gris de traitement de texte. Solitude double, solitude du travail, mais également solitude de préoccupations qui accompagnent ce genre d'activité. Et puis, il arrive, grand bonheur, qu'on se retrouve comme ça, comme c'est le cas pour moi à l'instant, devant un certain nombre de gens qui sont tellement gentils avec moi, qui me disent des choses qui me font rougir à mon âge. Singulière chose donc que l'écriture. Grand bonheur souvent, déception parfois, bien entendu. Bref,
à l'image de la vie, tout simplement. Alors, un moment comme celui-ci nécessite évidemment pas mal de remerciements, et c'est un des grands plaisirs sans doute du lauréat. Alors tout d'abord, bien sûr, mes remerciements vont au jury qui a choisi mon livre. En passant, je voudrais bien rendre hommage à mes 4 confrères co-finalistes et quelque part lauréats eux aussi, puisqu'ils ont eu l'honneur d'être choisis. Je ne sais pas si quelques-uns sont venus aujourd'hui, mais je voudrais dire que j'ai été très honoré quand j'ai découvert le palmarès, le carteron des autres finalistes, d'être parmi eux. Aujourd'hui, c'est mon jour, ce sera l'honneur, je leur souhaite une prochaine fois. Je voudrais également remercier, bien sûr, tous ceux qui ont accompagné la sortie de ce livre. Je pense à quelques visages que j'ai déjà retrouvés tout à l'heure en arrivant, que j'ai eu l'occasion de saluer, avec qui j'aurai encore l'occasion sans doute d'échanger quelques mots aujourd'hui. Je voudrais évidemment aussi remercier mon éditeur, Olivier Weyrich, ici présent, un éditeur, une maison d'édition, dans le meilleur des cas, c'est pour l'écrivain une famille, dans laquelle il trouve consolation, refuge, encouragement. Et de ce côté-là, depuis que je travaille avec la maison Weyrich, j'avoue que je suis particulièrement gâté. Merci donc à Olivier, merci à Christian Libens, merci à l'ombre d'Alain Bertrand qui est toujours parmi nous, merci à l'équipe Weyrich, où tout le monde a travaillé dans le même sens, comme d'habitude. Et puis je voudrais bien aussi rendre hommage aux bibliothèques de Bruxelles, en l'occurrence, mais à l'idée des bibliothèques elles-mêmes. Et en entendant Madame tout à l'heure parler de ces missions qui sont propres aux bibliothèques, justement, en tant qu'institution intellectuelle, je voudrais simplement rappeler que les bibliothèques ont toujours joué, pour moi, un rôle absolument essentiel. Je me souviens que mes parents, alors que je ne savais même pas encore lire, m'y emmenaient parce qu'eux allaient faire leur choix dans une petite bibliothèque à Jumet. J'habitais à ce moment-là dans la région de Charleroi. Dès que j'ai pu lire, moi aussi je suis devenu un habitué des bibliothèques. Je l'ai été pendant toute mon adolescence, les livres coûtaient cher et c'était tellement indispensable pour moi d'avoir accès gratuitement à l'univers des livres. J'ai continué évidemment à pratiquer les bibliothèques universitaires et autres, et aujourd'hui je me rends compte que les bibliothèques sont aussi peut-être dans le monde du livre, et pour les écrivains, un de leurs meilleurs alliés, un de leurs soutiens essentiels. Sans vous les bibliothèques, mais je crois que tout simplement il n'y aurait pas de littérature. Bibliothèques, libraires, éditeurs, c'est tout cela, le monde qui permet à la littérature d'exister tout simplement. Et puis enfin, je voudrais terminer bien sûr en remerciant les nombreuses personnes que j'ai devant moi et qui m'ont fait le grand honneur d'être présent aujourd'hui. Ajouter encore qu'en entendant tout à l'heure le palmarès du prix des bibliothèques, j'ai dit à ma voisine que du beau monde, et je suis particulièrement fier et heureux d'ajouter le mien à ces gens pour lesquels j'avais déjà tellement d'estime. Merci encore. Sont bien entendu disponibles dans les bibliothèques de la ville de Bruxelles et que vous retrouverez sur le site de la bibliothèque d'Erich Clair son entretien, donc la rencontre littéraire qui a été réalisée donc, pendant la période de confinement avec le concours de Jean Genot, que nous remercions évidemment beaucoup
pour sa participation à nos manifestations littéraires. Voilà, merci infiniment à vous tous, merci M. Dubois. Notre cérémonie se termine, et elle se termine comme chaque fois, donc, dans la bonne tradition de la ville de Bruxelles, par le verre de l'amitié que nous invitons à partager dans la salle des mariages.